Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'avion présidentiel s'est posé un peu avant 20h locale hier soir sur la base militaire d'Andrews dans la banlieue de Washington. Emmanuel Macron entame une visite d'État qui doit durer 3 jours, l'occasion de sceller officiellement la réconciliation franco-américaine après la crise des sous-marins australiens. Ce déplacement américain va prendre la forme d'un marathon. Jacques Serret, vous suivez cette visite d'État pour Europe 1. Le programme présidentiel est très chargé. Eh bien, Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui au siège de la NASA où il va parler coopération spatiale avec la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Pour l'occasion, le président français sera accompagné des 2 astronautes tricolores, Thomas Pesquet et Sophie Adono. Emmanuel Macron se rendra ensuite au cimetière militaire d'Arlington. Il déposera une gerbe sur la tombe du soldat inconnu avant d'aller décorer des vétérans américains de la Seconde Guerre mondiale à l'ambassade de France. Le couple présidentiel partagera dans la soirée un premier dîner avec Joe et Jill Biden, un dîner privé qui devrait avoir lieu dans un restaurant de Washington. Et c'est demain, jeudi, qu'Emmanuel et Brigitte Macron seront reçus à la Maison-Blanche avec tout le faste protocolaire, hymne national, passage en revue des troupes et 21 coups de canon avant le dîner d'État en présence de plusieurs centaines d'invités. Le point d'orgue de la visite avant que le chef de l'État ne s'envole vendredi pour la Nouvelle-Orléans où il compte défendre la francophonie. Emmanuel Macron sera alors le 3e président français à s'y rendre, après Charles de Gaulle et Valéry Giscard d'Estaing. Jacques Serret, envoyé spécial d'Europe 1 aux États-Unis. On reste à l'étranger, direction la Chine maintenant. Pékin maintient la pression sur sa population. Toute tentative de contestation de la politique zéro Covid est sévèrement réprimée. Les dernières heures plus calmes toutefois à Pékin comme à Shanghai, aucune manifestation et pour cause. La police occupe pratiquement chaque carrefour. Le régime n'entend pas dévier de sa trajectoire. Confinement systématique au moindre cas de Covid. Toute tentative de rébellion doit être étouffée dans l'œuf. La traque, on peut même parler de guerre, s'étend jusque sur les réseaux sociaux. Reportage du correspondant d'Europe 1 à Pékin, Sébastien Lebelzik. En Chine, la police du net a fait le ménage, effaçant toute allusion aux manifestations. Alors c'est sur Twitter, une application interdite en Chine, que les manifestants publient les photos et les vidéos des rassemblements. La police du net fait appel cette fois à des robots qui inondent le réseau de fausses informations, y compris des images pornographiques associées au hashtag Chine ou Pékin. Twitter, propriété d'Elon Musk, devra faire le ménage, ce qui s'annonce compliqué, comme nous l'explique Lisa Lin, journaliste au Wall Street Journal. Twitter a toujours été confronté à la difficulté de contrôler les campagnes d'information, la propagande officielle et les campagnes de fausses informations qui viennent de Chine. Et maintenant, ce problème va devenir le problème d'Elon Musk. L'inquiétude avec ça, c'est qu'il est beaucoup plus exposé au marché chinois que Twitter. Car l'homme le plus riche du monde est aussi le patron de Tesla qui vend la moitié de ses véhicules en Chine. S'il venait à réguler ces opérations de désinformation, il s'exposerait alors certainement à des représailles du gouvernement chinois. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1. Les libertés fondamentales et le respect des droits de l'homme. Le président du Conseil européen promet d'aborder cette question avec le numéro 1 chinois Xi Jinping. Charles Michel est attendu dans la journée à Pékin. Ouverture du procès des attentats de Bruxelles. 9 accusés dans le box, dont Salah Abdeslam, déjà condamné lourdement lors d'un autre procès, celui des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Cette fois, c'est l'attaque perpétrée à l'aéroport de Bruxelles et dans le métro de la capitale belge qui sera jugée. 32 personnes tuées en mars 2016. Fin du procès prévu en juin prochain. Europe 1, il est 7h04. Venons-en maintenant à cette décision de justice qui va faire parler. Une restauratrice a été condamnée pour avoir refusé de servir une cliente portant le voile. Oui, on va voir dans un instant avec Guillaume Dominguez le déroulé des faits, mais on va d'abord écouter l'échange entre cette restauratrice du Pays Basque et ses 2 clients, une mère algérienne voilée accompagnée de son fils. La scène filmée a fait le tour des réseaux sociaux. On est client, vous êtes professionnel, vous n'avez pas à faire ça, c'est quoi ça? S'il vous plaît. C'est le jour que vous venez habillé comme la préhistoire, comme votre maman. La préhistoire comme ma mère? Comment ça la préhistoire comme ma mère? Voilà, habillée comme dans l'impréhistoire, l'indignation du fils a eu raison de la fermeté de la restauratrice. Retour sur les faits avec Guillaume Dominguez. Le 29 mai dernier, une mère et son fils réservent une table pour le déjeuner au restaurant La Croisière chez Paxi, boulevard de la Mer à Hendaye. Dès leur arrivée, la gérante de l'établissement refuse l'entrée à la mère en raison de son voile, qualifiant sa tenue, je cite, de préhistorique. Des propos jugés infamants par le tribunal judiciaire de Bayonne hier et qui a condamné la gérante et retenu la discrimination fondée sur la religion avancée par le parquet. Une qualification infondée pour l'avocat de la restauratrice, maître Jacques Tournaire. Il a accepté de nous répondre par téléphone. Tendez l'oreille. La qualification ne colle pas. Ce n'est pas pour la religion, celle du fils n'étant pas contestée. Elle avait accepté le fils et elle a accepté la mère à condition qu'elle se dévoile le visage. C'était une question des droits de la femme.
Elle estimait que la figure voilée, c'était un symbole de domination masculine. Maître Jacques Tournaire avait plaidé la relaxe pour sa cliente. Il a annoncé faire appel de la décision du tribunal. Guillaume Dominguez. Face à la menace d'une 9e vague Covid, Elisabeth Borne lance un appel solennel. Respect des gestes barrières et masques dans les transports. C'est une recommandation, pas une obligation. L'épidémie s'ajoute à deux autres, la grippe et la bronchiolite. On en reparlera, ce sera le thème de l'édito politique de Vincent Trémollet de Villers tout à l'heure à 8h-10. Les urgences pédiatriques saturées par l'épidémie de bronchiolite. Le journal Le Monde publie ce matin une tribune co-signée par 10 000 soignants. Elle s'adresse directement à Emmanuel Macron. Monsieur le Président, votre silence est assourdissant. Le ton est donné dès la fin du premier paragraphe. 400 chefs de service se joignent à cet appel pour réclamer une intervention sans délai du chef de l'État afin de résoudre la crise. 7h06, le débat sur la loi anti-squat à l'Assemblée nationale. Une première victoire cette nuit pour le gouvernement. Les députés adoptent le principe de la résiliation de bail unilatérale. En cas d'impayé, un propriétaire pourra rompre le bail de son locataire sans passer par la case justice. Alexis de La Fontaine. Oui, concrètement, l'Assemblée facilite les procédures judiciaires en cas de litige en incluant systématiquement dans les contrats une clause de résiliation de plein droit, une mesure attendue de longue date par les loueurs qui subissent des loyers impayés. Cette avancée est saluée par Guillaume Kasbarian, le député à l'origine de la proposition. Enfin, on va protéger les petits propriétaires qui ne roulent pas sur l'or, clame l'élu Renaissance. Mais la gauche est vent debout contre cette réforme qualifiée d'anti-locataire. L'insoumise Mathilde Panot préfère s'en tenir à l'avis du défenseur des droits. Elle dit que cette loi n'aidera pas les propriétaires. Et j'aimerais vous lire la conclusion de cet avis. Le renforcement de la pénalisation de l'occupation illicite ou l'assouplissement des procédures d'expulsion en raison de loyers impayés ne sont ni nécessaires ni proportionnés. Enfin, ce projet de loi soutenu par les Républicains et le Rassemblement national devrait être définitivement adopté dans les prochains jours. Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1. La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, Europe 1, radio officielle. Et c'est évidemment l'événement du jour pour les fans de foot. La France joue son dernier match de groupe au mondial face à la Tunisie. Et ce sera à 16h et la règle non écrite veut que les remplaçants se voient offrir une occasion de jouer et de se montrer. Cyril de la Morinerie, le sélectionneur Didier Deschamps a tout prévu. Oui, signe que les Bleus ne prennent pas ce match à la légère. La climatisation a été activée hier soir lors de l'entraînement. Décision du staff de l'équipe de France. Objectif, reproduire les conditions de jeu prévues tout à l'heure. Le stade Education City étant climatisé. Car après 2 succès et 6 buts inscrits, le sélectionneur Didier Deschamps veut conserver cette belle dynamique. Le fait d'avoir cette tranquillité-là, ça laisse un peu plus de marge. Et les supporters espèrent plus de spectacle qu'il y a 4 ans. Le 3e match face au Danemark en Russie avait accouché d'un triste 0-0. Jocelyn est confiant. C'est un match un peu spécial, mais bon, on y croit. On a quand même la première place au bout. Didier Deschamps devrait procéder à de nombreux changements. Mais en attaque, si Kylian Mbappé veut jouer, eh bien qu'on le laisse jouer, estime Patrick. C'est quand même la pierre angulaire de l'équipe. Kylian Mbappé n'a pas d'ego. Il en a un normal vu son potentiel et il a bien le droit de s'affirmer un petit peu, non? En tout cas, les supporters s'affirment au micro d'Europe 1 et promettent de mettre de l'ambiance cet après-midi. Allez les Bleus! Allez! L'ambiance, il y en aura sur Europe 1. France-Tunisie, 16h. À suivre en direct et en intégralité, notamment avec notre envoyé spécial, l'un de nos envoyés spéciaux, Cyril de la Morinerie. Merci beaucoup Christophe.